Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre d'un profil un peu différent de ceux que nous avons rencontrés lors des 2 premiers épisodes. Je vous invite à découvrir aujourd'hui Malalatine, coach dyslexie et en confiance en soi, plus connue sous le nom de Empower10 sur les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas encore, vous découvrirez une jeune femme résiliente qui a su transformer ce que la société pourrait qualifier de faiblesse en force pour construire la vie qu'elle a aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'en étant en présence d'une coach en confiance en soi, j'en ai profité pour poser beaucoup de questions et Malalatine a su apporter des réponses et des pistes de réflexion très intéressantes. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir tout ça de vous-même. Bonjour Malalatine, Bonjour, comment tu vas? super et toi? Merci beaucoup de m'inviter en tout cas. C'est moi qui suis contente et je suis vraiment très honorée que tu aies accepté cette invitation en tout cas et je suis vraiment, voilà, je me réjouis à l'avance de l'échange qu'on aura. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, alors je m'appelle Malala Tiana, j'ai 24 ans et je suis dyslexique dysorthographique. Et donc du coup, ça fait depuis que j'ai 8 ans, à peu près 5 à 8 ans. Et du coup, je me suis dit que j'allais lancer mon compte Instagram pour aider les dyslexiques à prendre confiance en eux. Parce que c'est vrai que c'était une très grosse source de stress pour moi. J'ai j'ai vécu beaucoup d'humiliations et de choses qui ont été compliquées avec la dyslexie. Je pense qu'on pourra en parler dans tous les cas. Et donc, du coup, je me suis dit, j'avais envie de donner mes outils, tout ce que j'avais récolté, toutes les choses qui m'a manqué pour avoir confiance en moi, les choses qui faisaient que j'étais pas assez ou la société me montrait que j'étais pas assez. Donc j'avais envie de réunir tous ces outils-là que j'avais récupérés, que ce soit de moi, que ce soit de mes parents, que ce soit des formations, que ce soit des choses que j'ai apprises autour de moi pour les aider et pour leur montrer qu'eux aussi sont capables. D'accord. Mais du coup, ça veut dire quoi, la dyslexie? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, enfin, moi, j'en entends parler, mais par exemple, je n'ai pas forcément de personnes dyslexiques dans mon entourage, donc je ne sais pas très bien ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner une définition ou, enfin, selon toi, qu'est-ce que c'est la dyslexie? C'est un trouble de l'apprentissage qui fait que tu vas réfléchir différemment, qui fait aussi que on peut avoir des difficultés. Alors, il y a différentes dyslexies. Il y a dyslexie dysorthographie. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai du mal à écrire, à lire et à comprendre. Il y a la dyspraxie, il y a la dysphasie et il y a la dyscalculie. Il y a différentes dyslexies et il y a différents domaines où tu peux avoir des difficultés par rapport à la norme sociale. Voilà. Donc, c'est diagnostiqué comme un handicap. D'accord. Et donc, du coup, en fait, on a des difficultés du fait que la société est faite d'une certaine manière. Du coup, vu que c'est fait pour les personnes qui ne sont pas dyslexiques, nous, le fait qu'on soit un petit peu à part, et ça nous demande 3 fois plus d'énergie pour s'adapter. Donc, on est en suradaptation tout le temps. Donc, même si ça ne se voit pas, même si ça ne s'entend pas, ou même si, voilà, qu'il y a des personnes autour de moi ne le voient pas, je le suis. Et en fait, j'utilise plein d'outils pour pouvoir surmonter ça et dépasser ça au quotidien. Pour donner un exemple, comme par exemple au collège, au collège ou au lycée, quand tu dois apprendre une leçon, d'histoire géo par exemple, et Mm. moi on va prendre peut-être 3 fois à 4 fois plus de temps que vous à apprendre. Donc Mm. toi, tu vas peut-être prendre 1 heure et demie à apprendre ton cours. Moi, il faut que je le décortique quasiment sur 7 heures, donc sur toute la semaine. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de temps.
D'accord. Mais tu me dis du coup que tu as été diagnostiquée à 8 ans. Comment tu t'es sentie quand on a mis un mot sur ce que tu vivais? Oui. Alors, je ne sais plus si c'était exactement l'âge de 8 ans, mais en tout cas, j'étais en en CP. Non, en CE1. D'accord. CE1, CE2. Ouais, je crois que c'était en CE1. Ouais, je crois que c'est ça. Comment je me suis sentie? Honnêtement, quand on m'a dit que j'étais dyslexique, je crois que j'ai pas forcément très bien compris. Par Mhm. contre, ce que j'ai vite compris, c'est que je redoublais. Et là, j'ai fait non, ça c'est pas cool. C'est surtout ça que j'ai compris, c'est que je redoublais. Quand on me l'a dit, j'étais là, oui, bon, d'accord, ok. C'est comme si, comme si j'allais chez le médecin et qu'on me disait, t'as un rhume. Bon, bah super, c'est quoi le traitement? Donnez-moi le traitement, je le fais et basta. Mhm. Sauf que, bah, en fait, c'était pas ça. C'était bien plus compliqué que ça. Et en fait, ça a été plus insidieux. Tu vois, ça a été petit à petit. Déjà, la première claque, ça a été le fait de redoubler. C'est la première chose qui me différenciait des autres. Donc là, ça a été compliqué. J'ai pas compris pourquoi. Bon, après, j'ai rencontré ma meilleure amie, j'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément entourée, donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et la deuxième claque, en fait, ça a été vraiment de devoir aller chez l'orthophoniste. Donc pour les personnes qui ne savent pas, en fait, l'orthophoniste, c'est vraiment la personne qui va faire la rééducation Mhm. pour que tu puisses avoir les bases et pour que tu puisses mieux créer tes propres outils ou améliorer ta dyslexie. Parce qu'en fait, ta dyslexie, tu l'as enfin, pour toute ta vie. Tu peux juste l'améliorer, tu peux pas l'enlever. Donc ça a été petit à petit. Donc ça a été déjà le redoublement, l'orthophonie, le fait que ça soit à l'école, d'être confronté à ça, à ma difficulté. Quand tu es en CP ou quand tu es en C20 et que tu fais des devoirs déjà de 2 heures, tu te dis c'est pas normal. Et, euh, et puis après, ça a été voilà, de ne pas pouvoir, par rapport aux autres, faire des hobbies, faire des activités à l'extérieur. Et non, toi, tu dois aller à l'orthophonie parce que tu dois te mettre face à tes difficultés et réapprendre des outils pour pouvoir t'aider. Mhm. Comment tu l'as vécu ça? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comment tu l'as vécu toi de le fait de d'aller voir un orthophoniste, voilà, de d'apprendre des choses qui peuvent être plus simples pour les autres et que toi tu dois voilà apprendre plus. Comment tu l'as Mm. vécu toi? Mal, Mm. mal. Déjà, j'ai fait un énorme déni au niveau de ma dyslexie. Pour moi, j'étais normale. Parce qu'en fait, comme on te le présente, comment moi je l'ai vécu, c'était t'es différente. Mhm. T'es différente, donc du coup, oui, t'es différente, t'es pas pareil que les autres. Toi, t'as besoin de ça. Donc déjà, ça te met un coup. Alors là, avec du recul, je peux te dire que ça te met un coup au niveau de ta valeur, de ton estime de toi, Mhm. comme si tu valais moins que les autres. C'est inconscient hein, quand t'es Mhm. petit, mais c'est un petit peu ce truc de tu vois, tu vaux moins que les autres, toi, t'as besoin d'aide. Mhm. Donc ça a été très compliqué. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est vraiment le fait d'être confronté tout le temps à ça, en fait. C'est-à-dire que les autres vont faire des choses, les autres vont pouvoir s'exprimer, faire ce qu'ils ont envie, pouvoir, voilà. Et toi, tu es confronté à ça H24, que ça Mhm. soit en train de faire tes devoirs, que ça soit à l'école, parce que du coup, tu prends plus de temps, que ça soit aller voir ton orthophoniste. Et donc, du coup, tu es tout le temps confronté à ça. Et donc, on te ramène toujours à ça. Et donc, vu qu'on te ramène toujours à ça, et ben, tu te définis comme ça, de Mhm. je suis dyslexique, c'est mon fardeau et je vais devoir le traîner toute ma vie. Et donc, du coup, je me suis créé la croyance de bah, en gros, je vais devoir tout le temps trimer, entre guillemets, pour avoir ce que je veux. Et c'est de s'habituer à cette difficulté, à cette souffrance que les autres, cette souffrance sourde parce que c'est invisible, que les autres ne voient pas. Et oui, je pense que c'est ça le plus difficile et surtout en tant qu'enfant en fait. Quand tu es Mhm. confronté à des choses aussi difficiles en tant qu'enfant, que ça soit de l'humiliation, alors moi je tiens à dire que j'ai jamais eu d'harcèlement scolaire, il y en a qui ont plus de harcèlement scolaire, moi j'ai jamais eu de harcèlement scolaire, j'ai eu des proches et des amis qui ont été très bienveillants avec moi, mais ça n'empêche pas que tu peux ressentir l'humiliation, l'échec et Mhm. la dévalorisation et des choses comme ça par toi-même.
Et donc, du coup, c'est très difficile d'être confronté à ça aussi petit. Mm. Et sinon, en parlant de ton parcours, avant voilà, de parler du présent, donc Malalatiana, c'est un prénom malgache. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton rapport à Madagascar? oui. Bah, du coup, je vais tout raconter. Je t'en prie. Non, parce que du coup, je ne savais pas par où je devais le prendre. Ok, alors du coup, bah, en fait, Lâche-toi. ok. Alors du coup, je suis adoptée. Et D'accord. donc, du coup, j'ai été adoptée à 3 ans. Et, et voilà, donc mes parents, ils m'ont fait visiter mon pays au moins 4, 5, ouais, voire 6 fois Mhm. pour que je puisse découvrir mon pays, voir mon pays parce que j'avais pas forcément les moyens avant de voir mon pays. Donc je suis allée en France et le rapport avec Madagascar s'est construit il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant j'étais un peu en déni au niveau de ça, j'étais un peu, voilà, je scindais beaucoup ma vie. Et, Mhm. et donc, du coup, ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça. En gros, j'ai rencontré mon conjoint qui est sénégalais. Et ça m'a donné vraiment envie de retourner voir les racines, de retourner voir exactement où j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu en tant que dans mon histoire. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a forcément amené à rechercher ma mère de Madagascar. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai entrepris. Ça a été un gros projet de quasiment 6 ans. Et je l'ai retrouvé juste avant le Covid. Trop D'accord. contente. J'ai eu de la chance. Enfin, je Mhm. l'ai retrouvé un peu avant, mais en fait, je suis partie avant le Covid à Madagascar. Donc, en gros, le Mhm. Covid, c'est en février. Moi, j'y suis allée en septembre. Et, euh, et donc, c'était le voyage qui a transformé complètement ma vie, euh, on peut appeler de renaissance, Mhm. clairement. C'est comme si tu naissais une nouvelle fois et que tu naissais dans une nouvelle personne, une nouvelle femme. Ça a été extrêmement difficile pendant ces recherches-là. Mhm. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Donc vraiment, ce lien à Madagascar, je le commence tout juste. Mhm. Euh, je me l'approprie tout juste. D'accord, ok. Et comment tu fais justement? Parce que moi, tu vois, enfin, je te l'avais dit tout à l'heure, mais moi, je t'ai découvert sur Instagram. Et quand je regarde tes stories, tu es toujours quelqu'un de très solaire, très, voilà, très, avec beaucoup de peps, tu vois. Et quand tu me racontes, voilà, quand tu me racontes un petit peu ton enfance et voilà, ton parcours, on va dire, ton parcours de vie, on va dire, c'est quand même assez, enfin, il y a quand même des éléments assez lourds. Comment tu as fait pour, entre guillemets, te relever tout ça, te relever entre guillemets de tout ça? Hmm. Déjà, mes proches, ils ont eu un élément, enfin, ils ont joué un élément extrêmement important dans tout ça. Pour scinder un petit peu au niveau de Madagascar, mes parents, ils étaient toujours très, très ouverts. Mm. Toujours au niveau de la conversation, ils m'ont toujours gardé un dossier prêt. C'est le moment où j'aurais été prête, moi, à mettre un nez dedans. Donc déjà, les proches, ils ont été là. Mes parents, ils m'ont énormément soutenue au niveau de ma dyslexie. Ils ont fait les dossiers. Ils ont toujours été extrêmement présents. Donc ça m'a beaucoup aidé. En fait, ma confiance en moi, je commençais à la construire grâce à eux, mais extérieurement. Je ne l'avais pas forcément intégré, mais extérieurement, c'était eux qui me donnaient le boost. Mm. Et après, je pense que ton cerveau, et l'être humain, il est très bien fait, c'est que ton cerveau oublie beaucoup de choses. Mhm. Et, euh, et le fait qu'il oublie pas mal de souffrances, pas mal de choses qui ont pu être difficiles, fait que euh, la résilience peut s'installer. Tu vois, ces moments difficiles, ces moments qui peuvent être compliqués, bah, c'est pas que tu les oublies, mais en tout cas, tu oublies l'intensité au fur et à mesure du temps et tu te dis, bon, c'est quoi la step de... C'est quoi la step du dessus en fait? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce qui me manque pour avancer? Où je pourrais aller pour demander de l'aide? Et je pense que mon éducation a fait que j'ai toujours pu voir les ouvertures au lieu de voir les fermetures. Tu sais, les chemins où tu peux avancer au lieu de voir les impasses où tu te Mm. dis, bah non, mais je ne peux pas faire ça parce que je suis comme ça, parce que je peux. Tu vois, un peu la victimisation. J'ai Mm. jamais été trop là-dedans parce que j'ai été éduquée dans le trouve une solution
à ton problème. Donc, c'est ça qui m'a vraiment aidée à surmonter et à faire petit à petit, en fait, à décortiquer tout le temps mes problèmes. Mon père me disait toujours, OK, tu as un gros problème. C'est comme si tu avais une grosse bobine de fil au-dessus de toi. Essaye de tirer juste un fil qui va te faire avancer, juste quelque chose qui va où tu vas te sentir bien, en fait. Et je faisais ça petit à petit, puis au final, quand tu tires le fil, bah, la bobine de fil, elle se dénoue, elle est de plus en plus souple et c'est de plus en plus fluide. Et moi, cette bobine de fil, souvent, c'était le sport. Et c'est là où je me réfugiais beaucoup Mhm. pour avancer. D'accord. Et sinon, à part tes parents, à part les membres de ta famille, ton entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré ou est-ce que tu as des mentors qui ont aussi t'ont accompagné de près ou de loin d'ailleurs dans toute ta vie, dans ton parcours? Euh, des mentors, j'en ai pas tant que ça. Non, j'en ai pas forcément. J'ai beaucoup. Mes parents m'ont beaucoup inspirée. Mhm. Mon entourage m'a beaucoup inspirée. J'ai une admiration au niveau de mon entourage parce que, bah, à part les personnes que tu choisis pas, mais surtout les personnes que j'ai choisies, que ce soit ma meilleure amie, que ce soit mes parents, que ce soit mon frère, que ce soit. Ouais, ils m'ont beaucoup inspirée dans leur je suis partie de rien et j'avance et maintenant je suis la personne que j'ai envie d'être. Mhm. Donc ça m'inspire beaucoup. J'ai pas une personne en particulier, mais moi ce qui m'inspire c'est surtout notre génération en fait. Mhm. C'est cette génération de femmes qui osent s'exprimer, qui osent être elles, que ce soit au niveau de la libération sexuelle, que ce soit au niveau au niveau de l'entrepreneuriat, que ça soit même dans toutes les sphères en fait, même dans le développement personnel, même tout ça en fait, ça m'inspire parce que je me dis mais en fait il y a vraiment des personnes qui sont là pour créer un nouveau monde, Mhm. qui sont là pour mettre leur édifice en fait, le petit colibri, Mhm. leur petite, leur petite patte, Ouais. même si on a l'impression que des fois c'est petit, que c'est rien, mais en fait c'est énorme à une grande échelle. Donc, euh, donc ça m'inspire. Notre génération, même avec tout ce qui se passe, m'inspire beaucoup Mhm. parce qu'on soulève beaucoup de problèmes de société. Et, euh, et je pense que dans un autre moment, j'aurais voulu me lancer dans la politique, mais j'ai pas forcément envie avec toutes ces valeurs. Mais c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup de voir tout ça en fait. D'accord, ok. Et là, du coup, aujourd'hui, donc si on va un peu sur ton compte Instagram, il y a écrit coach. Alors attends, si je me remets dessus, c'était coach dyslexie en confiance en soi, il me semble. Il me semble C'est que ça, c'était ça. exactement. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de devenir coach, du coup? Enfin, j'imagine que c'est le résultat d'un long cheminement, mais Oui. voilà. En fait, déjà, mon projet, c'est pas forcément quelque chose que j'ai choisi. C'est surtout quelque chose qui a été évident et j'ai un peu l'impression que c'est comme si il m'avait choisi. D'accord. Euh, Depuis toute petite, j'ai toujours voulu coacher, que Mhm. ça soit consciemment ou inconsciemment. Le sport, c'est là où je me suis énormément réfugiée. Et donc, du coup, bah, j'ai beaucoup couru. J'ai perdu beaucoup de poids grâce à la course et tout ça. Et donc, du coup, j'ai énormément couru avec mon père. Et j'ai commencé à coacher des amis pour les entraîner au niveau du collège. Parce que tu sais, je ne sais pas si tu l'avais fait, les 3 fois 500 mètres là. Ah oui, oui, c'était l'enfer. Oui, et ben voilà. Et ben moi, j'étais le genre de personne qui adorait ça. D'accord, ok. Et donc, du coup, bah, j'aimais beaucoup coacher mes amis à dire, OK, bon, viens dimanche avec moi, on va partir et puis je vais me mettre voilà, à ton rythme et puis je vais te coacher. Donc, du coup, déjà, j'ai énormément aimé en fait ce truc de tu pars d'un point A et tu arrives à un point B. Mhm. Et j'ai eu ça au niveau de la course, j'ai eu ça aussi au niveau de l'agré. J'avais une amie à moi aussi où j'avais aidé au niveau de l'agré. C'est les poutres, pour les personnes qui ne savent pas, les poutres et les barres asymétriques et tout ça. Et j'avais coaché aussi là. Et en même temps, je coachais un petit peu mes amis au niveau des relations, au niveau des relations de couple, des relations amicales, des choses comme ça. Je donnais tout le temps, je mettais tout le temps mon grain de sel, tu vois. Ouais, je vois très bien. Voilà. Et j'adorais ça. Mhm. J'adorais ça, pas pour savoir les potins, mais j'adorais
lui dire quelque chose pour qu'elle ait un déclic en fait. Mhm. Et je commençais à voir que j'avais un potentiel dedans. Et j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Donc, du coup, quand je suis venue dans la région, parce que je suis partie de la région, quand je suis venue dans ma nouvelle région, j'ai commencé à travailler. Et c'est là où je me suis dit, bon, le travail que je fais, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est que ça n'a pas trop de sens pour moi. J'aimerais apporter quelque chose pour que les personnes... En fait, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais tu sais, ce cri d'espoir de vous pouvez y arriver. Mhm. Et forcément, ce cri d'espoir-là, bah, ça s'est tourné au niveau des personnes dyslexiques parce que je l'ai vécu Mhm. et que ça a été le plus gros challenge de ma vie. Et je pense qu'on est peu à en parler et que c'était important et que ça m'inspire. Mhm. Et comment ça se passe aujourd'hui, du coup, enfin, au niveau de ton activité comment dire, comment ça se passe au niveau des coachings et comment tu te sens quand tu coaches? Ça m'inspire tellement. Ça m'inspire tellement. Quand je coach, c'est tellement transformateur. Parce que du coup, en fait, on se rend compte que la confiance en soi, déjà, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi et c'est pas une personne née avec ou tu n'es pas avec et donc du coup, tu as une mauvaise étoile et vaut mieux que tu fasses rien de ta vie. Non, c'est pas ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'éveille. Tu peux perdre confiance en toi à cause des émotions qui peuvent être très fortes des fois et qui peuvent être très compliquées à gérer. Donc du coup, tu te sens pas capable de gérer la situation actuelle. Ou sinon, ça peut être à cause du manque d'estime de toi, des éléments extérieurs qui peuvent arriver. Et donc, du coup, il y a plein de choses comme ça où ça peut être aussi le stress, ça peut être beaucoup de choses qui peuvent un petit peu mettre sous le tapis, en fait, ton estime de toi et ta confiance en toi. Et du coup, dépoussiérer tout ça, montrer à la personne que, bah, en fait, tu peux avoir confiance en toi, tu peux ressentir la capacité à développer et à surmonter les difficultés que tu as à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, pour moi, la définition de la confiance en soi, c'est pas d'être capable de faire quelque chose. Parce que c'est rarement, tu te lances rarement et tu sors rarement de ta zone de confort en disant ah bah je suis capable, c'est bon, je peux le faire. Sinon, ce ne serait pas sortir de sa zone de Mm. confort. Moi, c'est quelque chose où je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis plutôt OK en disant que la confiance en soi, pour moi, c'est de se sentir capable de surmonter les difficultés que tu vas avoir. Mhm. C'est de se dire, OK, j'ai les ressources nécessaires. Et c'est de se dire, OK, je peux gérer les émotions qui peuvent être difficiles, je peux gérer le stress qui peut être compliqué, je peux gérer aussi la charge de travail que je peux avoir ou les peurs que je peux avoir. Donc, c'est dépoussiérer un petit peu tout ça, voir exactement qu'est-ce que tu as envie et avancer vers ça. Et c'est quelque chose qui m'inspire tellement que j'ai envie de le montrer en fait aux personnes qui sont dyslexiques parce qu'on est très peu et je pense être il y en a quelques-unes, je crois. Il y a très peu de coachs qui aident les personnes dyslexiques, donc je suis super Mhm. contente de œuvrer vers ça. Mm. Et du coup, au-delà de l'activité, parce que du coup, tu communiques beaucoup sur Instagram, comment toi tu as géré le regard des autres? Parce que, Mm. par exemple, juste au niveau des fautes d'orthographe, bon, je sais, moi je suis la première à être chiante sur les fautes d'orthographe. Du coup, comment Ouais. toi tu gères parfois les critiques des personnes qui se disent, ah, bah, il y a une faute d'orthographe alors qu'elle publie. Comment tu gères ce regard des autres? Euh, Ma première réponse aurait été je m'en fous, Mm. mais, mais honnêtement, ce serait pas être honnête de ma part de dire ça, parce que maintenant c'est le cas, mais avant c'était pas le cas. Mm. C'était très compliqué de gérer le regard des autres. En fait, c'était pas tant au niveau des, je te parle du regard des autres général. Après, je te Mhm. parlerai au niveau des fautes d'orthographe. Mais moi, la chose la plus compliquée, c'était surtout de mes proches. Tu sais, de voir que tu t'es lancé dans un projet et que les Mm. proches voient que tu t'es lancé dans le projet. Et ça a été le plus difficile pour moi. Parce que c'est ce truc de bah oui, mais alors du coup, il faut des résultats. Ou sinon, ils vont forcément me poser des questions. Ou qu'est-ce qu'ils vont penser. Ou ils pensent, enfin, ils me connaissent mieux. Donc, enfin, des peurs qui arrivent un petit peu ridicules. Et enfin, pas ridicules, c'est ok, mais voilà, des peurs qui sont là. Et Mhm. c'était plutôt compliqué de faire ça.
Déjà, ce premier challenge que j'ai eu, je l'ai surmonté en faisant le premier pas. En me disant, ok, tu as peur de ça, déjà, ok. Fais un premier pas vers ce que tu as envie. Donc, fais ton premier post, fais ta première story, et puis tu vois. Mhm. Ok, je vois que j'ai pas de critique, je vois qu'il y a personne qui est là en train de m'assassiner. Bon, très bien, je vais continuer. Donc du coup, j'ai commencé petit à petit, comme ça, à avancer. Et c'est en avançant, en faisant ces premiers pas-là, que je me suis rendu compte qu'en fait, mon envie de réussir, mon envie de contribuer, mon envie d'aider les personnes dyslexiques à prendre confiance en elles, à voir qu'elles ont un potentiel, était bien plus importante que les personnes qui me critiquent. Sachant qu'il n'y a jamais eu personne qui me critiquait et au contraire j'ai beaucoup de félicitations, de c'est génial. Mhm. Souvent les regards des autres, c'est souvent nous qui nous créons nos propres perceptions de ce que la personne pourrait penser de nous. Mhm. Quand même tordu, mais c'est souvent ça. C'est rarement une personne qui arrive et qui dit hé, c'est nul ce que tu fais, arrête. C'est très rarement ça. Ça peut arriver, hein, mais c'est très rarement ça. Et puis si ça arrive, moi, je vous conseille que cette personne parte de votre vie parce que Mhm. clairement, c'est pas une personne qui va vous tirer vers le haut, ou en tout cas, si vous pouvez pas la faire partir de votre vie, en tout cas, vous écartez. Si vous vous lancez dans un projet, vous écartez un petit peu et ne pas forcément partager ça avec elle. Mais il y a toujours des solutions. Donc, moi, c'est vraiment ce truc de, ok, tu as peur du regard des autres. D'accord, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi, je suis d'accord. Mhm. Mais de quoi tu as plus peur en fait? Est-ce que tu as peur du regard des autres ou est-ce que tu as peur de ne pas réaliser ton rêve? C'est une bonne question, ça. C'est ça. Et donc, du Mhm. coup, bah, moi, ma peur, ça a été la peur de regretter, la peur de me dire, OK, bah, je vais pas avancer. Pourquoi? Pour cette personne-là qui potentiellement pourrait peut-être me critiquer alors qu'elle n'existe même pas et qu'elle est dans ma tête? Non. Mais ça, c'est ce cheminement arrive au fur et à mesure que tu mets les actions en place, que tu mets le petit pas, le petit step qui va te faire avancer. Que ça soit au début juste ouvrir ton compte Instagram ou faire faire ton CV pour un entretien d'embauche ou faire le petit pas vers ton rêve, c'est petit à petit, c'est en avançant comme ça que tu vas pouvoir évoluer, avancer. Souvent, en fait, on a souvent peur du regard des autres alors qu'on n'est même pas en train de travailler pour créer son rêve. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mhm. On Oui, oui. est là en train de se créer des problèmes qui sont pas là. On est en train de régler des soucis qui sont même pas arrivés ou que tu rencontreras jamais. Et, mais par contre, tu n'es pas capable d'avancer, de faire ton petit pas qui sera peut-être même pas face au regard des autres, qui sera juste peut-être de te renseigner dans ce Mhm. métier-là que tu as envie de faire, ou peut-être juste d'avancer, d'aller faire ton sport si c'est ton objectif, pas forcément l'entrepreneuriat, ça peut être plein de choses. Mais avant de régler ces problèmes qui peuvent être compliqués, déjà, avance sur les choses où tu peux avancer avec ce que tu as maintenant. Mhm. Ça me fait rire parce que je fonctionne beaucoup comme ça, donc du coup, ça me parle. Mais t'es pas toute seule, hein. Il y a beaucoup, même moi des fois, même moi quand je me donne des objectifs très hauts et je me dis mais comment je vais faire ça, mais comment je vais régler ce problème-là, et au bout d'un moment je me dis arrête, arrête parce que ces problèmes c'est pas vrai en fait. Mhm. En fait, souvent on fait trop vivre le futur dans notre présent. Mhm. C'est vrai. On vit trop dans le futur alors que bah, le futur il n'existe pas, le passé n'existe pas non plus. Donc le seul endroit où tu peux réellement agir, c'est maintenant. Sauf que si dans le moment présent, tu es en train de vivre dans le futur, bah, tu n'es pas en action. Mhm. Et que quand tu passes à l'action, et quand je dis passer à l'action, c'est toujours faire le petit pas, c'est pas de faire des grandes choses, et c'est pas de travailler 15 heures dans la journée, c'est juste de faire ton petit pas, et bah, tu n'es pas là en train de te poser des mille questions, tu es là en train de faire. J'adore. Et du coup, là, donc là, aujourd'hui, au vu de ton parcours, de tout ce que tu as appris du haut de tes 24 ans, si tu avais l'opportunité de parler à la petite Malalatine de 5 ans, je dirais, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, une belle question ça. Je dirais de ne pas lâcher. Mhm. Même si elle a jamais lâché, mais en tout cas, je lui dirais
de garder cette petite flamme-là, de garder cette intuition-là et de continuer toujours à m'écouter. Même si j'ai fait des erreurs alors que mes parents ils me disaient le contraire, ils me disaient ne pas faire ça, ne pas faire ceci, ou que ce ne soit pas mes parents, que ce soit d'autres, ils me disaient non, vaut mieux pas. Mais de toujours continuer à m'écouter, de toujours continuer, même si tu es petite, parce que tu sais, quand tu es petit, on te ramène souvent à ton âge. Ouais, mais toi, tu es petite. Oui, mais toi, tu as ci. Oui, mais toi, tu as ça. Mm. Oui, mais bon, hein, j'ai envie de faire ça, donc j'ai envie de le faire. C'est toujours de dire, ok, continue à t'écouter. Mhm. Continue à t'écouter parce que tu peux y arriver. Je vais te donner une anecdote. Quand j'étais au collège, quand j'allais rentrer au collège, on m'a proposé d'aller dans une école spécialisée pour personnes dyslexiques. D'accord. Et tout le monde me l'a conseillé, que ce soit mon orthophoniste, que ce soit mes parents, que ce soit... voilà, beaucoup de personnes me le conseillaient. Et j'ai dit non. Alors j'avais Mhm. 8 ans, j'ai dit non. Moi, je veux être comme tout le monde. Je veux aller dans cette école-là. Je veux aller en études générales et je vais bosser. Et si je dois bosser bien plus, bah, je bosserai bien plus. Mais j'ai dit non à ça. Et, euh, et je suis contente parce que mes parents, ils ont accepté et ils m'ont laissé la place de m'exprimer. Mhm. Et ça a fait que, bah, en fait, j'ai réussi et j'ai eu mon bac derrière avec mention très bien. Oh, félicitations. Enfin, mention bien. Je pas, Mm. non, mention bien. Pas mention très bien, mais en tout cas, mention bien. Mm. Mais tu vois, c'est ce truc de te ramener tout le temps à ton âge, de te dire oui, mais non, mais t'es pas assez parce que t'as cet âge-là. Non, t'es petite, mais continue à écouter ton intuition. Continue à, si tu penses que c'est le bon chemin pour toi, ou en tout cas, si tu penses que tu as envie de le faire, vas-y. Et cette petite Malala Tiana de quand elle avait 8 ans, je suis hyper fière d'elle parce qu'elle s'est toujours écoutée. Mhm. Très têtue, mais elle s'est toujours écoutée. Mais justement, je fais juste une petite parenthèse. Comment tu fais pour, comment dire, ne pas écouter les autres personnes? Parce que toi, justement, tu as ton intuition. Comment tu fais pour ne pas te faire bouffer par les avis des autres personnes? Surtout Oui, quand t'as pas confiance en toi. oui. Bah, en fait, ta question, elle est encore plus profonde parce que c'est comment faire un choix, Mm. du coup. Mm. Euh, j'ai, j'ai de la chance parce qu'avec, grâce à ma dyslexie, c'est elle qui m'a beaucoup fait développer l'intuition, les Mhm. ressentis. Euh, Bah, tout simplement parce que on est très créatif et on est très sensible. Souvent quand on est dyslexique, donc du coup ça a fait que je ressens beaucoup de choses à l'intérieur de moi et je peux lire beaucoup de choses. Et quand je dois faire un choix, alors il y a plein de personnes qui peuvent me conseiller. Souvent j'étais contre mon père parce que mon père il a été très dans la sécurité, dans, dans le côté stable, dans la sécurité, ce serait mieux que tu fasses ça, même s'il m'a jamais dit, il faudrait que tu fasses ça pour médecine, pour voilà. Mais c'était toujours fais des choix qui vont t'amener dans la sécurité, dans la stabilité. Mm. Et donc du coup, j'étais souvent un petit peu contre mon père parce que moi, je suis plus un petit peu intuitive, faire les choses en fonction de ce que j'ai envie. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que pour faire un choix, il faut allier deux choses. Il faut allier la raison et le cœur. Alors exactement, qu'est-ce que c'est le cœur? Parce qu'on dit toujours, alors fais écouter son cœur. Écouter son cœur, c'est tout simplement écouter son envie. Écouter qu'est-ce qui vibre en toi, qu'est-ce qui te donne envie là tout de suite. Tu sais, quand tu te lèves et tu dis, ok, j'ai envie d'un pain au chocolat. Bon, Mhm. bah c'est un petit peu ça en fait. C'est de faire émerger cette, cette envie un petit peu d'enfant. Tu sais, quand tu es enfant, tu te poses pas 10 000 questions, tu as envie de jouer avec ce Lego, bah tu vas jouer avec ce Lego, t'as envie de, je sais pas, manger une glace, bah tu vas manger ta glace. Bon, ta mère, elle va te dire non, mais tu as envie de ça, tu le demandes, tu vois ce que je veux dire? Tu as plein de petites choses comme ça qui font que tu, tu, tu te poses pas 10 000 questions, tu le fais. Et en fait, c'est ça, c'est si tu as un choix important dans ta vie à faire, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te met en joie, en fait? Tu vois, qu'est-ce Mm. qui te dit, ok, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'aller voir cette personne, j'ai envie de parler à cette personne. Et après, rentrer dans le raisonnement et te dire, ok, bon, pourquoi c'est aussi important pour moi?
pourquoi c'est aussi important pour moi de faire ça et pourquoi ça me met autant en joie. Ça peut être tout bête, ça peut être des fois ça peut être un exemple de aller parler à une amie. Tu sais pas pourquoi ça te met en joie, tu es trop contente d'aller lui parler et tu as envie d'y aller et voilà. Et bah si tu te poses la question de pourquoi tu as envie de parler à cette amie, souvent c'est parce que cette amie elle t'inspire. Parce que cette amie, elle te donne un discours d'espoir. Elle te donne confiance en toi. Elle te montre ce que tu es capable de faire. Oui, elle te donne des conseils qui t'inspirent. Ou tout simplement, elle a un parcours qui t'inspire. Mais au début, tu ne sais pas trop pourquoi. C'est juste, ça te met en joie. Donc, si tu as du mal à raisonner, à intellectualiser de pourquoi ça te met en joie, pourquoi ça t'excite autant, eh ben vas-y. Et moi, c'est comme ça que je fais mes choix. J'écoute les autres, ok, j'écoute les autres. Et comment je fais pour pas me faire bouffer par les autres? Bah, en fait, les autres, ils donnent des conseils en fonction de leur perception à eux. En fait, souvent, les conseils qu'ils te donnent, c'est souvent les choses que eux, ils feront ou eux, ils ne feront pas, en fonction de leur vie. Donc, forcément, si ton père, il a toujours fait des choix très sécurisants, très pour garder la famille, pour faire attention à tout ça, des valeurs qui peuvent être différentes des tiennes, bah forcément qu'il va donner des conseils orientés par ce prisme-là. Forcément. Tu peux pas lui demander de te dire t'inquiète, suis ton intuition. Non. T'inquiète pas, ça va t'amener au bon endroit. Non, bah forcément que non. Par contre, si tu demandes des conseils à une personne qui, par exemple, je sais pas, alors je vais prendre un peu le cliché, mais c'est pour illustrer, une personne qui est artiste, qui est peintre, bah forcément, elle va te dire, bah fonce, tu vois. Donc, c'est déjà te dire, ok, tu récoltes tous les conseils des autres, mais en ayant une distance, en te posant la question, ok, pourquoi elle me pose cette question? Pourquoi elle me dit ça? Qu'est-ce qu'elle a vécu pour voir qu'elle me donne ce conseil-là? Ah oui, elle a vécu ça, bah oui, bah c'est normal qu'elle me donne ce conseil-là. Ok, est-ce que moi, ça me correspond vraiment? Bah non, parce que j'ai pas vécu la même chose. Ou si, au contraire, on a quelque chose en commun, donc peut-être que ce serait mieux que je l'écoute. Ou voilà. Je pense que les conseils, déjà, la première chose que je pourrais vous demander de dire sur ça, c'est de choisir les bonnes personnes. Si tu te lances dans un projet, si tu te lances dans quelque chose, c'est de choisir les bonnes personnes à qui t'en parles. Tu n'es pas obligé d'en parler dès le début. Tu peux choisir les personnes qui t'inspirent, les personnes qui te drive, les personnes qui sont un peu tes mentors, où tu te sens bien avec eux. Protège un petit peu cette petite flamme-là. Demande pas tes conseils à 10 000 personnes. Demande tes conseils à ton petit siège restreint. Tu vois, à tes petits conseillers que tu choisis vraiment. Ok. Et du coup, là, pareil, là, du coup, du haut de tes 24 ans, parce que tu me parlais tout à l'heure de peut-être de certaines erreurs que tu aurais fait, si tu pouvais changer quelque chose, une seule chose dans ton parcours, qu'est-ce que tu changerais? Dans mon parcours, je ne changerais pas grand-chose parce que tout ce que j'ai fait dans mon parcours m'a amené là. Euh, Avant, j'aurais pu te dire que le choix que j'ai fait, qui aurait pu être une erreur, c'est qu'en DUT, en fait, j'ai pas réussi mon DUT parce que mon première année, parce que bah, j'ai pas accepté les aménagements. Quand tu es dyslexique, tu peux avoir beaucoup d'aménagements et moi, je voulais aucun aménagement. J'étais un peu en mode, bon, bah, voilà, vous m'avez bien saoulé avec les aménagements au collège, au lycée. Maintenant, je vais essayer d'être toute seule, ça ira très bien. Donc voilà, déjà, j'ai pas forcément accepté les aménagements. Et puis, j'ai fait le choix aussi d'être en relation à distance. Donc, combiné avec ça, plus la recherche de ma mère dans la même année, hyper compliquée. Et en plus de ça, j'étais porte-parole du DUT, comme si ça suffisait pas. Voilà. Donc, du coup, ça aurait pu être un mauvais choix. J'aurais pu me dire, et je t'aurais dit ça, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, j'aurais pu dire, ça, c'était un mauvais choix. Mais en même temps, c'est aussi ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux, qui m'a permis d'être vraiment dans une situation qui a été psychologiquement très difficile et qui m'a derrière permis du coup de faire le choix de partir en Angleterre pendant 6 mois. Et peut-être que si j'avais pas fait ces choix-là
qui ont été très compliquées pendant 1 an, je ne serais peut-être pas partie en Angleterre. Et j'aurais peut-être pas eu cette remise en question qui a été extrêmement forte et douloureuse. Donc, pour moi, c'est pas un mauvais choix. Par contre, peut-être les erreurs que j'ai faites et qui ont été compliquées pour moi à me pardonner, ça a été la communication avec les autres. Mhm. Ça a été, oui, c'était ça, c'était la communication, de ne pas forcément savoir m'exprimer, de ne pas forcément dire exactement ce que j'ai sur le cœur et de pouvoir m'exprimer d'une certaine manière que les personnes puissent comprendre et être dans une communication non violente avec la personne en face. Je crois que ça a été ça. Maintenant, je suis contente d'avoir des outils et de pouvoir me dire que bah, cette personne-là, cette femme-là, ça reste moi et c'est une part de pas sombre, j'aime pas trop dire ça, mais c'est une part un petit peu, oui, de challenge à l'intérieur de moi et que je travaille toujours, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, que je travaille toujours et, euh, et je voulais dire que bah, du coup, je me pardonne beaucoup de ces choses-là et qui ont pu être compliquées et je me dis que j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là, avec les outils que j'avais, avec l'intelligence que j'avais à ce moment-là et que maintenant j'ai des outils qui sont différents et donc du coup, je peux bien plus pallier à ces situations qui peuvent être compliquées. Ok, d'accord. Alors, on arrive vers la fin du podcast. J'ai juste 3 dernières questions pour toi. Alors, première question, est-ce que tu as un message pour les personnes dyslexiques qui nous écoutent et qui souhaiteraient, comme toi, monter un projet et qui n'osent pas, justement, à cause de cette dyslexie? Le message que j'aurais, c'est déjà je vous comprends. Je vous Mm. comprends complètement parce que pendant longtemps, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément accessibles pour nous, donc je vous comprends. Après, ça ne doit pas être une excuse. Mm. Ça ne doit pas être une excuse et c'est important de réellement voir ce qui est de la dyslexie et ce que tu te donnes comme excuse. Donc faire la différence avec ça et te dire dans tous les cas, si tu veux, tu peux. Vraiment. Mhm. Si tu veux, tu peux. Et il faut, avec la volonté et l'envie, vraiment, c'est les deux qui sont primordiales, c'est la volonté, parce que la volonté toute seule, ça peut être compliqué si tu n'as pas l'envie, mais si tu as la volonté, que tu as l'envie et, et que tu t'écoutes, tu peux y arriver. Un très beau message. Et sinon, globalement, pour les... Ok, là on parlait des dyslexiques, mais globalement, pour des personnes qui ont justement des passés lourds et qui ont tendance à se dire... voilà, par exemple, je prends typiquement un cas de, je sais pas, un malgache qui arrive en France et qui veut monter un projet, je sais pas, peu importe, je sais pas, il veut... je sais pas, faire une petite association de club d'échecs, j'en sais rien, enfin peu importe, un truc comme ça. J'ai inventé le truc, mais qui veut monter ça à côté de ses études, mais qui, à côté, en parallèle, il a peur et il se dit non, mais déjà, je suis malgache, je ne pourrais pas, je suis étranger, j'ai pas d'argent. Enfin, voilà, tu vois, il se trouve des excuses. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces personnes-là? Que clairement, c'est des excuses, ça c'est Mhm. sûr. Mhm. Que là où tu viens ne fait pas qui tu es. Mhm. Et si tu as réellement envie d'y arriver, tu trouveras les solutions. La question, c'est pas est-ce que tu vas y arriver ou pas, c'est où tu mets ton attention. Est-ce que Mhm. tu mets ton attention sur ce que tu n'as pas ou est-ce que tu mets ton attention sur ce que tu voudrais avoir? Mhm. C'est-à-dire tout ce qui te manque, que tu sois malgache, que tu sois dans n'importe quel pays, que tu sois handicapé, que tu sois pas handicapé, que tu sois jaune, que tu sois noir, que tu sois tout ce que tu veux, que tu sois même une femme, on a chacun nos excuses. On a chacun nos trucs de ah mais oui mais alors moi du coup j'ai ça donc ça va être compliqué mais du coup j'ai l'argent parce que c'est facile d'écouter les podcasts et de se dire ah oui mais elle a pu y arriver, elle a réussi parce que elle a ça ça ça. Donc t'éteins ton podcast et tu dis oui non c'est pas pour moi. Mais non en fait non. Les personnes que vous êtes en train d'écouter en podcast c'est juste des personnes qui se sont autorisées. Mhm. Et la différence qu'il y a entre la jalousie et l'inspiration, c'est juste que la jalousie, tu te sens pas capable de faire pareil qu'elle. Et Mhm. l'inspiration, c'est que tu te dis, ah, il y a peut-être une petite lueur, il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire. Donc,
au lieu de te donner 10 000 excuses parce que tu es noir, parce que tu es malgache, parce que je sais pas quoi, parce que j'ai pas d'argent, plutôt essaye de voir solution. Essaye déjà de voir le premier problème qui peut être devant toi maintenant, et pas dans 3 ans, et pas les problèmes qu'on a parlé de on se crée dans la tête. Non, les problèmes que tu as maintenant, que tu rencontres maintenant. Ok, comment tu peux régler ça? Quelle est la solution pour régler ça? C'est toujours penser création au lieu de victimisation. Qu'est-ce que tu peux créer? Dans quel chemin tu peux aller? Dans quel chemin tu peux déboucher? Chez qui tu peux demander de l'aide? Que si tu vas dans la victimisation, forcément tu vas trouver le mur que tu te veux, et forcément tu vas trouver l'échec que tu recherches parce que tu crées les pensées que tu attires. C'est super intéressant. Je pourrais encore continuer 1 heure là. Avec plaisir, pas de problème, j'ai le temps. Alors, on va raccourcir un petit peu pour pas trop comment dire, occuper trop de nos auditeurs non plus, mais c'était super intéressant en tout cas. Du coup, j'ai ma dernière question, c'était bon, pour terminer un petit peu sur une note légère. Est-ce que tu as un truc, quelque chose que tu as découvert récemment, qui t'a marqué, quelque chose de drôle que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors j'ai réfléchi à ta question et honnêtement, j'ai pas trouvé. Ouais. Quelque chose qui m'a marqué. J'ai pas quelque chose de drôle, moi. Je sais pas. C'est-à-dire que je rigole déjà tout le temps, j'ai pas d'anecdote drôle, tu vois ce que je veux dire? Si, j'en ai une, mais si, j'en ai une, mais c'est une anecdote drôle en fonction de ma dyslexie. Hein. Ok. En gros, j'étais en train de mettre des... Je sais plus, j'étais en train de lire une affiche et puis c'était une vidéo de promotion. Et donc du coup j'étais en train de marcher avec mon copain et tout, je dis regarde la vidéo de promotion machin, et puis il me regarde, il me fait qu'est-ce que t'as dit? Et en fait j'avais pas dit vidéo de promotion, j'avais dit vidéo de porno. Ah d'accord, ah oui. Ah oui. Parce que j'ai confondu. Et donc du coup j'étais là, ah mince, voilà. Une anecdote drôle avec ma dyslexie, c'est pour ça que je me fais rire tous les jours. Écoute, c'est une belle fin pour conclure l'épisode, c'est très bien. On a comme ça tout le temps des trucs comme ça, des trucs de je confonds, de machin, de bref. Ah ouais, il faut mieux en rire hein, qu'en pleurer, comme on dit. C'est ça, exactement. Il faut s'accepter comme on est. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'ai beaucoup appris et comme je te dis, je pense que j'aurais pu continuer 1 heure de plus. En tout cas, voilà, c'était super intéressant et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi surtout de créer ce podcast-là parce que je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes et c'est important d'entendre ces messages-là et voilà. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Malalatine a été très généreuse en conseils dans cet épisode. Et si je devais résumer en quelques mots, c'est déjà de nous concentrer sur nos objectifs et nos rêves plutôt que sur le regard des autres. Sur la façon de faire le bon choix, elle nous conseille d'écouter notre intuition et de nous entourer des bonnes personnes pour nous. Et enfin, d'arrêter de nous chercher des excuses. Elle nous conseille de nous concentrer sur ce que nous pouvons déjà faire à notre échelle plutôt que de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que nous avons vécu. Nous pouvons choisir de ne pas être simplement définis par notre passé et notre vécu. J'espère en tout cas que ces paroles auront fait écho en vous. N'hésitez pas à aller suivre Malalatine sur ses réseaux. Vous retrouverez tous ses réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.